Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier épisode de Code Rouge. Alors sur cette chaîne, on va parler de droit constitutionnel, de droit public, de droit international. Et on commence tout de suite avec la guerre en Ukraine. Code Rouge. Alors le 24 février, la Russie a lancé ce qu'elle appelle une opération militaire spéciale en Ukraine. Et le 27 février, l'Ukraine a déposé un recours contre cette opération devant la Cour internationale de justice. Alors attention, la CIJ, la Cour internationale de justice, est souvent confondue avec la CPI, la Cour pénale internationale, mais ce sont deux juridictions qui, bien que siégeant toutes les deux à La Haye aux Pays-Bas, sont en fait très différentes. La Cour internationale de justice, c'est un organe de l'ONU. Elle est l'héritière de la Cour permanente de justice internationale, qui était, elle, l'organe juridictionnel de la Société des Nations, la SDN. La SDN, c'est l'ancêtre de l'ONU. Elle a été créée par le traité de Versailles de 1919, suite à la Première Guerre mondiale. En 1945, la CIJ reprend à son compte la jurisprudence et l'organisation de la CPJI, et elle trouve son fondement dans la Charte de San Francisco du 26 juin 1945, créant l'Organisation des Nations Unies, l'ONU. Et cette cour, elle est destinée à trancher les litiges entre les États, afin de résoudre pacifiquement et juridiquement des différends qui autrefois menaient à la guerre. La Cour pénale internationale, elle, a été créée par le Statut de Rome signé en 1998. Elle est distincte de l'ONU et tous les membres de l'ONU n'ont pas adhéré au Statut de Rome. Par exemple, les États-Unis et la Russie ont signé le statut mais ne l'ont toujours pas ratifié. Et d'autres comme la Chine, l'Inde ou la Turquie ne l'ont tout bonnement pas signé. La CPI n'est pas une juridiction interétatique, elle ne règle pas les différends entre États. C'est une juridiction pénale, c'est-à-dire qu'elle poursuit pénalement des personnes, des individus. Et sa compétence n'est pas générale, elle est spéciale puisqu'elle est chargée de juger des personnes accusées de génocide, de crimes contre l'humanité, de crimes d'agression et de crimes de guerre. Alors dès le 24 avril 2014, l'Ukraine, qui n'a pourtant pas ratifié le statut de Rome, déclare qu'elle accepte la compétence de la Cour pénale internationale et lui demande de mener une enquête pour les crimes commis par toutes les parties au conflit dans le Donbass depuis le 20 février 2014. En décembre 2020, la procureure de la CPI annonçait la conclusion de l'examen préliminaire et elle demandait donc au juge de la chambre préliminaire d'ouvrir une enquête. Alors pour info, il y a aujourd'hui 16 enquêtes qui sont menées par la CPI, mais elle est beaucoup sollicitée et elle repose sur peu de moyens. Et bien entendu, son travail a été ralenti par la pandémie et le déclenchement de la guerre par la Russie ne risque pas de faciliter son travail d'enquête. Mais en plus de cette saisine de la CPI, l'Ukraine accuse donc la Russie devant la CIJ, la Cour internationale de justice, d'avoir eu recours à la force, ce que l'article 2, paragraphe 4 de la Charte des Nations Unies interdit. Les membres de l'organisation s'abstiennent dans leurs relations internationales de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies. La Charte des Nations Unies a donc rendu le recours à la force illicite, illégal. Il n'existe que deux exceptions à cet interdit. La première exception, c'est la reconnaissance du droit coutumier à la légitime défense. Cette légitime défense, elle est reconnue à l'article 51 de la Charte. Si un État est attaqué, bien évidemment, il n'a pas besoin d'un mandat de l'ONU pour se défendre et faire usage de la force. Et de la même manière qu'en droit pénal général, la légitime défense d'un État doit répondre à une double condition. Il y a deux critères. Tout d'abord, le recours à la force doit être nécessaire, c'est-à-dire qu'aucune autre possibilité ne s'offre à l'État. Et deuxièmement, elle doit être proportionnelle à l'agression. Ce droit à la légitime défense est cependant encadré, puisqu'il ne vaut que jusqu'à ce que le Conseil de sécurité de l'ONU ait pris des mesures de maintien de la paix. La seconde exception, c'est le fameux mandat de l'ONU. Le Conseil de sécurité peut habiliter un État ou bien un ensemble d'États à faire usage de la force pour rétablir la paix. Alors le Conseil de sécurité, il est bien évidemment composé de 5 membres permanents qui possèdent un droit de veto. Ce sont les 5 pays victorieux de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis, la Russie, la Chine, la France et le Royaume-Uni. Et à ces 5 membres permanents s'ajoutent 10 membres non permanents qui eux sont élus pour une durée de 2 ans et qui n'ont pas de droit de veto. Donc pour être adoptée, une résolution du Conseil de sécurité doit être approuvée par la majorité de ses membres et ne pas avoir eu de vote contre de la part d'un membre permanent. Cependant, en cas de blocage du Conseil de sécurité, soit par le veto d'un membre permanent, soit par l'échec d'une résolution, l'Assemblée générale des Nations Unies, qui rassemble tous les pays membres de l'organisation, peut voter un mandat de maintien de la paix.
Et ça, c'est possible depuis la résolution 377, Union pour le maintien de la paix, du 3 novembre 1950. Et dans ces conditions, la résolution est votée à la majorité des 2/3 des voix exprimées, en application de l'article 18 de la Charte des Nations Unies. Mais depuis plus de 70 ans que cette résolution Union pour le maintien de la paix a été votée, l'Assemblée générale n'a voté qu'à une seule reprise la création d'une force de maintien de la paix, suite au blocage du Conseil de sécurité. C'était en 1956 et c'était pour mettre fin à la crise du canal de Suez entre d'une part l'Égypte et d'autre part la France, le Royaume-Uni et Israël. Lorsqu'un mandat de l'ONU est voté, il y a donc soit création d'une force de maintien de la paix par l'ONU qui envoie sur place des casques bleus, soit intervention d'un État ou de plusieurs États, une coalition. Ça peut donc donner lieu à une coalition internationale, comme pendant la guerre du Golfe en 1990, après l'invasion du Koweït par l'Irak de Saddam Hussein. Mais parfois c'est une alliance préexistante qui peut également intervenir. C'est souvent le cas de l'OTAN, comme en Afghanistan entre 2001 et 2021. En 1999, en revanche, l'intervention de l'OTAN en Yougoslavie pendant la guerre du Kosovo a été décidée sans mandat de l'ONU. Alors dans les années 80 et 90, il y a une notion qui commence à faire un bout de chemin, c'est le droit d'ingérence humanitaire. Et c'est une idée qui est particulièrement poussée par le fondateur de Médecins sans frontières, Bernard Kouchner. Alors ce droit d'ingérence, il autoriserait à faire usage de la force sur le territoire d'un État sans son consentement en cas de violation des droits de l'homme. Alors cette notion, elle est fortement controversée, mais en 1999, on est juste après le génocide des Tutsis au Rwanda, 94, et on est juste derrière les guerres de Yougoslavie entre 91 et 95, pendant lesquelles l'inaction des instances internationales a été constatée. Et donc en 99, elle va justifier l'intervention sous le prétexte que les autorités serbes s'apprêteraient à effectuer un nettoyage ethnique au Kosovo. L'OTAN procède alors à des frappes aériennes sans dépêcher de troupes au sol, et à la suite de l'intervention de l'OTAN, le Conseil de sécurité vote en juin 1999 la résolution 1244 qui autorise une mission de maintien de la paix. C'est sur ce fondement que la force de l'OTAN est toujours présente au Kosovo 23 ans plus tard. Et il y a une affaire qui est assez semblable, c'est celle de la Libye. Donc, suite aux révoltes du printemps arabe en 2011, la Libye sombre dans la guerre civile et anticipant un massacre de la population de Benghazi en Cyrénaïque, fief de la révolte contre le régime de Mouammar Kadhafi, le Conseil de sécurité de l'ONU vote la résolution 1973. Cette résolution, elle instaure une zone d'exclusion aérienne au-dessus de la ville. La Russie et la Chine s'abstiennent, ce qui permet à la résolution de passer, mais l'Allemagne, le Brésil et l'Inde s'abstiennent également. Ils étaient membres à l'époque non permanents. Le fondement à invoquer pour cette guerre, ce n'est pas le droit d'ingérence humanitaire, mais c'est une notion qui est relativement proche, c'est la responsabilité à protéger. Et cette résolution a par la suite été dévoyée puisque les forces aériennes de l'OTAN, envoyées pour faire respecter l'exclusion aérienne, ont procédé à des frappes sur les défenses aériennes libyennes, mais aussi sur des unités au sol. Et donc cette intervention a grandement facilité la progression des rebelles et le changement du régime. Par la suite, les autorités russes et chinoises ont considéré que la mission de l'OTAN avait excédé le mandat donné par le Conseil de sécurité, qui avait été rendu possible par leur abstention. Dans la foulée des attentats du 11 septembre 2001 et de l'intervention des troupes de l'OTAN en Afghanistan, l'administration américaine de George W. Bush annonce vouloir frapper l'Irak de Saddam Hussein. L'Irak qu'elle avait précédemment identifié comme faisant partie de l'axe du mal, aux côtés de l'Iran et de la Corée du Nord. L'intervention en Afghanistan, elle avait été décidée sur le motif de la légitime défense, parce que le régime des talibans était notoirement le protecteur d'Al-Qaïda, l'organisation derrière les attentats du 11 septembre. C'est d'ailleurs à ce jour la seule fois que l'OTAN a fait jouer l'article 5 de son traité, qui précise qu'une attaque à l'encontre d'un des membres de l'Alliance est considérée comme une attaque à l'encontre de tous ses membres. En revanche, en ce qui concerne l'Irak, les États-Unis affirment que le régime de Saddam Hussein est sur le point de détenir des armes de destruction massive et qu'il compte en faire usage contre les intérêts, voire sur le territoire américain. Les États-Unis invoquent alors le droit à la guerre préventive comme une espèce de légitime défense anticipée. Cet argumentaire ne convainc pas vraiment les membres du Conseil de sécurité, dont la France, qui déclare qu'elle mettra son veto à la résolution proposée par les États-Unis. Ceux-ci attaquent alors l'Irak avec leurs alliés, notamment britanniques, sans mandat de l'ONU, hors du cadre de l'OTAN. Le secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, dénonce cette intervention, qu'il qualifie explicitement de guerre illégale.
Et donc la guerre déclenchée le 24 février par la Russie en Ukraine doit être comprise au prisme de ces interventions au Kosovo, en Irak et en Libye, qui n'avaient pas de mandat de l'ONU. La Russie justifie son opération militaire en disant vouloir prévenir un génocide dans la région séparatiste du Donbass et annonce vouloir démilitariser et dénazifier l'Ukraine. Alors en 1999, la Yougoslavie avait déposé un recours devant la Cour internationale de justice pour dénoncer l'intervention de l'OTAN. Elle rappelait que la CIJ avait déjà établi que le recours à la force n'était pas une méthode appropriée pour faire respecter les droits de l'homme. Ça, c'était sa décision activité militaire et paramilitaire au Nicaragua et contre celui-ci en 1986. Et donc la Yougoslavie rappelle que la seule exception, c'est le déploiement d'une mission de maintien de la paix décidée par le Conseil de sécurité. Et elle fonde son action devant la CIJ sur l'article 9 de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948. Ça, c'est parce que cet article fait de la CIJ la juridiction compétente pour les différends concernant l'interprétation ou l'application de cette convention. Et la Yougoslavie a donc voulu démontrer que l'intervention à but humanitaire pour prévenir des actes de génocide était illégale. L'article 8 de la Convention sur le génocide précise en effet que les signataires s'engagent à saisir les organes compétents de l'ONU, c'est-à-dire le Conseil de sécurité. Or, les alliés de l'OTAN sont intervenus sans mandat du Conseil de sécurité. Dans cette affaire, appelée licéité de l'emploi de la force, la CIJ a estimé qu'elle n'était pas compétente pour se prononcer parce que la Yougoslavie n'était pas membre de l'ONU en 1999. En effet, elle a considéré que la République fédérale de Yougoslavie, qui est l'entité qui a existé entre 1992 et 2003, n'assure pas la continuité de la personnalité morale de l'ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie, l'entité qui a existé avant 1992. Et ça, c'est un raisonnement que la Yougoslavie elle-même, devenue entre-temps Serbie et Monténégro en 2003, a ajouté à son mémoire. Son but était d'inciter la CIJ à se déclarer incompétente afin qu'elle suive la même logique dans les recours présentés devant elle par la Croatie et la Bosnie suite aux guerres d'indépendance entre 91 et 95. En fait, la Serbie a saboté son propre recours pour échapper au recours qui l'accusait elle-même de crime de génocide. Et il est intéressant de noter que le recours déposé par l'Ukraine se base également sur l'article 9 de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Seulement cette fois-ci, l'Ukraine comme la Russie sont indéniablement des membres de l'ONU, et donc la CIJ est a priori compétente et elle pourra se prononcer sur la licéité de l'emploi de la force. Alors la guerre en Ukraine n'a pas grand-chose à voir avec la guerre du Kosovo et elle n'a pas grand-chose à voir avec la guerre en Libye. Dans ces guerres, les forces de l'OTAN n'ont effectué que des frappes aériennes ou depuis la mer, mais ne sont pas intervenues avec des forces au sol. D'autre part, un minimum de multilatéralisme était respecté puisque des résolutions du Conseil de sécurité avaient été prises contre la Yougoslavie et contre la Libye. C'était des embargos ou des zones d'exclusion aérienne. Et les interventions ont impliqué une coalition internationale sous l'égide de l'OTAN. La guerre en Ukraine se rapproche donc plus de l'intervention en Irak 2003, où les États-Unis sont intervenus sans mandat de l'ONU et hors cadre de l'OTAN. Mais en fait, elle ressemble encore plus à la guerre de Corée en 1950, où la Corée du Nord envahit la Corée du Sud, et à l'invasion de l'Afghanistan par l'URSS en 1980, puisque dans les deux cas, il s'agit d'une agression unilatérale. Et puis, malgré les mensonges des États-Unis en 2003, la guerre en Irak, c'était une démocratie qui voulait renverser un dictateur brutal. Et ça se passe un an après le traumatisme des attaques du 11 septembre. À ce moment, les États-Unis se sentent vraiment vulnérables et menacés. En plus de ça, les États-Unis interviennent avec des alliés de l'OTAN, puisqu'il y avait le Danemark, le Royaume-Uni, l'Espagne et le Portugal. Mais il y avait aussi d'autres alliés qui ne font pas partie de l'OTAN, comme le Japon, la Corée du Sud ou l'Australie. Donc ils avaient vraiment réuni autour d'eux une large coalition. Alors forcément, cette guerre en Ukraine, elle fait penser aux menaces que la Chine fait peser sur Taïwan, qu'elle considère comme une province chinoise. Et après sa mainmise sur Hong Kong, la Chine intensifie sa pression sur Taïwan. Le jour même du déclenchement du conflit en Ukraine, le 24 février, le compte Twitter de l'ambassade de Chine en France rappelait que la réunification de la Chine restait une priorité pour le régime de Xi Jinping. Et à ce titre, il y a deux remarques à faire. Tout d'abord, Taïwan, ce n'est pas un membre de l'ONU. En effet, avant 1971, c'est Taïwan qui représentait la Chine à l'Assemblée générale et au Conseil de sécurité. Et en 1971, la Chine continentale communiste l'a remplacé. Et donc, au regard du droit onusien, une intervention chinoise à Taïwan serait vue comme un conflit interne.
En revanche, et ça c'est la deuxième remarque, Taïwan, contrairement à l'Ukraine, est un allié militaire des États-Unis et il est assez peu probable que les États-Unis laissent la Chine annexer Taïwan sans réagir. Voilà, je ne voulais pas plomber l'ambiance déjà bien morose en rajoutant aux peurs de conflits nucléaires, mais voilà, je pense que c'était intéressant de mettre tous ces conflits en perspective et de montrer qu'au-delà du cas de l'Ukraine, il y a un vrai sujet sur la question de la légalité de la guerre et plus globalement sur la souveraineté nationale. Merci beaucoup d'avoir suivi cette première vidéo de Code Rouge. Alors j'avais pas vraiment prévu de parler de droit international public pour commencer. Là c'est l'actualité qui m'a poussé vers ce sujet. Mais dans les prochaines vidéos, on fera sûrement plus de droit public, de droit constitutionnel et probablement un petit peu de droit de l'Union européenne. Tout ça c'est un petit peu plus ma spécialité. Merci encore et à la prochaine.